Bonsoir à tous. Pardonnez-nous de commencer avec un tout petit peu de retard, mais la circulation parisienne est ce qu'elle est, et le métro aussi, en ce qui me concerne. Voilà. Ce qui est facile, c'est que je n'ai pas à vous présenter les deux personnes qui sont à ma droite et à ma gauche. Je pense que vous les connaissez, donc on va s'épargner cette petite formalité. Alors si nous sommes ici, c'est pour parler du livre de Pascal Boniface. Je t'aimais bien, tu sais. J'espère que certains d'entre vous l'ont déjà lu. En tout cas, vous le lirez tous. Il est en vente à la sortie. Peut-être même que l'auteur acceptera dans un grand moment de vous le dédicacer personnellement. Voilà. Moi, je l'ai lu. Et pour ceux qui donc le découvrent, si je devais le résumer en 3 phrases, on aime de moins en moins la France dans le reste du monde, et le on, c'est sans doute plus les peuples que les États, enfin que les gouvernants. Et si on l'aime de moins en moins, c'est parce que la France a choisi depuis le début des années 2000, et ça c'est un point sur lequel on reviendra, la date du basculement avant l'élection de Nicolas Sarkozy, et déjà sous Jacques Chirac, une politique un peu en rupture avec ce que Hubert Védrine a appelé le gaulo-mitterrandisme, politique occidentaliste, comme disent certains, néoconservatrice, comme disent d'autres, de manière parfois peut-être un peu caricaturale. Et que ce choix politique rend la France et les Français moins sympathiques aux yeux de nombreuses personnes, notamment dans le monde arabe et musulman, et que est venu se rajouter à ce choix politique international ce que d'aucuns, dont l'auteur du livre, appelle l'islamophobie d'une partie de la France, et que cette hostilité à l'islam ou aux musulmans là crée un vrai problème dans les pays majoritairement musulmans. Je pense que c'est en gros la thèse du livre, que je ne l'ai pas caricaturé, voilà. Donc, pour en parler, l'auteur est Hubert Védrine, qui ne partage pas totalement ce sentiment. Et écoute, je pense que on va commencer par l'auteur. Pascal, tu vas nous dire d'abord ce que tu ressens. Comment tu pars sur ce constat que il y a un désamour. Comment tu le mesures, ce désamour? C'est quelque chose que tu enregistres, que tu sens? Enfin, comment l'idée du livre t'est venue, en quelque sorte? Bah oui, je le sens au gré des conférences, des déplacements que je peux faire, où il y a une époque absolument bénie après 2003, où partout on allait en étant, pour le simple fait d'être français, on était applaudi avant même d'avoir parlé, célébré avant même de s'être exprimé, parce qu'on incarnait un pays qui avait dit non à la guerre, qui avait dit non à la violation du droit international, qu'il avait fait sur des principes et qu'il avait fait sans calculer les rapports de force qui étaient défavorables. Parce que, effectivement, s'opposer aux États-Unis à l'époque où le terme d'hyperpuissance inventé par Hubert faisait florès, qu'il n'était pas contesté parce qu'il était encore une réalité à ce moment-là, était s'exposer à des représailles. Et la France avait pris non seulement position contre la guerre, mais elle avait pris la tête de la coalition contre la guerre. C'est elle qui s'exprimait le plus fortement. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait un regain d'intérêt pour la France parce que ça correspondait à une tradition plus longue où la France se fait le porte-parole de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, se fait la défendresse de ceux qui n'ont pas de droit, et que De Gaulle avait déjà incarné, que Mitterrand avait aussi incarné, et que donc Chirac a réinventé, qu'il avait d'ailleurs réinventé après la fin de la guerre froide, parce que très souvent on dit mais le gaulo-mitterrandisme, ce sont des vieilles lunes, la guerre froide est terminée, ce n'est plus la peine. Non, c'est une posture qui peut être réinventée, et 2003, c'est bien après la fin du monde bipolaire, et le Chirac s'était inscrit
dans les pas, même si ce n'est plus tout à fait les mêmes conditions, mais c'était bien cela. Et donc, à cette époque, effectivement, la France avait une cote de popularité qui était absolument incroyable. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, c'est différent. Et maintenant, quand je me rends dans des pays ou dans des cercles, c'est un autre débat. On demande, mais quel est votre problème, vous, avec l'islam? Pas seulement, d'ailleurs, dans les pays arabes, et pas seulement dans les pays musulmans. À la conférence des ambassadeurs, où quelques amis ici assistaient, la semaine des ambassadeurs au mois d'août, la plupart, et tu y étais, Jean Do, la plupart des ambassadeurs qui étaient là, quel que soit, je dirais, leur pays dans lequel ils étaient en fonction, et quelle que soit leur filiation à la fois partisane et plus idéologique, puisque, là, je pense qu'Hubert, je lui dira, je pense que pour moi, le clivage en politique étrangère, il n'est pas entre droite et gauche, mais entre gaulo-mitterrandistes d'un côté, atlantiste et occidentiste de l'autre. Eh bien, tous les ambassadeurs étaient d'accord pour reconnaître, mais de façon clinique, comme un notaire reconnaît une délimitation, qu'on avait moins la cote, et que notre politique étrangère était moins visible, et que, par ailleurs, il est certain que l'affaire du Burkini qui avait éclaté, que la France, si le seul débat en France, si le débat le plus important était le Burkini, comme ça semblait être le cas dans certains cercles politiques et dans la plupart des cercles médiatiques, c'est que ce pays n'a vraiment pas beaucoup de problèmes, si vraiment ça doit être le problème majeur. Sauf qu'on est dans une époque globalisée, et que nos débats ont des échos là où on est. Et que j'étais la semaine dernière, Bruno Aubert est là, au Soudan. Défendre la laïcité, c'est compliqué, mais la défendre quand vous ressort des déclarations où la laïcité est instrumentalisée à des fins directes pour viser les musulmans, ce l'est encore plus. Et donc il y a ces débats, nos débats sur l'islam en France sont visibles à l'étranger, ils sont écoutés à l'étranger, et ils sont écoutés par qui? Par la fraction la plus mondialisée, celle qui est en contact avec nos débats, et ceux qui devraient être nos alliés naturels, ceux qui étaient les premiers à chanter nos louanges, ceux qui étaient les premiers à trouver que la France avait un parcours formidable, sont les premiers à être désarçonnés par l'ampleur de nos débats politiques. À ceci se greffe, et je vais m'arrêter là pour que le débat soit plus lisse, quand est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre? Pourquoi c'était formidable en 2003 et pourquoi ce l'est beaucoup moins maintenant? Moi, je ne crois pas qu'il y ait, contrairement à ce que beaucoup de gens écrivent, pensent, ou que l'auteur lui-même revendique, qu'il y ait une rupture avec Nicolas Sarkozy. La rupture est antérieure, elle est par Jacques Chirac lui-même, mais comme Jacques Chirac avait, de Jérusalem à 96, au refus de la guerre d'Irak en 2003, incarné la résistance active à l'ordre occidental, on ne s'est pas aperçu qu'il avait plié bagages et qu'il avait finalement, il s'était rendu avec armes et bagages de peur que la prédiction de Condi Rice qui avait dit qu'on allait punir la France, oublier l'Allemagne et pardonner la Russie devienne vraie. Et c'est vrai que le French bashing aux États-Unis était très fort, que dans le patronat français, dans les grands patrons français, à part Louis Gallois, tous les patrons disaient mais il faut soutenir la guerre d'Irak parce qu'on n'aura plus de contrats aux États-Unis, etc. Donc au dîner du siècle et à d'autres. Et Louis Gallois était complètement minoritaire dans cette catégorie. Et qu'il y a eu la crainte chez Chirac et dans son entourage qu'on ne passe pas et qu'il fallait à tout prix, quelles que soient les conditions, de réconciliation. Et en fait, Sarkozy n'a fait que prendre le même chemin parce que le demi-tour a été fait. Alors, c'est pas un total demi-tour. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, la France a une politique atlantiste ou occidentaliste, mais je dirais qu'on s'enfonce petit à petit. Petit à petit, on est moins apparent sur nos domaines et au fur et à mesure, l'éclat gaulo-mitterrandiste s'efface et du coup moins visible. Je ne pense pas que Mitterrand ou De Gaulle aient refusé le survol de l'avion d'Evo Morales parce que Snowden aurait pu être dedans. Peut-être même qu'on aurait pu lui faire un bon accueil finalement, puisque il paraît que les lanceurs d'alerte peuvent avoir la cote. Donc à de multiples... et par rapport, j'ai parlé de Sarkozy, lui-même revendiquait son virage occidental. Et quant à François Hollande, eh bien... lui veut agir en pragmatique, il ne veut pas être enfermé dans un schéma théorique dont il pense qu'il briserait sa liberté. Donc c'est un homme de compromis, il le faisait à la tête du Parti socialiste, il veut le faire. Les compromis, c'est bien des fois quand on peut sauver la Grèce dans l'euro, mais par d'autres moments, il y a besoin de mettre des positions plus fermes, plus fortes et plus franches. Et là-dessus, François Hollande a un peu plus de mal. Notamment, Hubert avait fait un rapport sur l'OTAN. Peut-être qu'on peut comprendre qu'il ne fallait pas sortir de l'OTAN après y être hanté, mais
pour être un partenaire silencieux et dormant et accepter le système de défense antimissile, par exemple, qui est un vrai accro dans les relations et qui est en plus une relance au cours de ce moment, c'est peut-être moins nécessaire. Donc il y a un affadissement régulier de notre posture internationale depuis une douzaine d'années, qui n'est pas faite d'une rupture globale, mais qui est faite d'étapes successives. Merci Pascal. Alors, Venez, deux questions vraiment pour réagir à ce qu'a dit Pascal et ensuite on reviendra sur... Est-ce que vous ressentez ça, cette perte de ce désamour quand vous voyagez? Vous êtes également très souvent à l'étranger. Est-ce que vous ressentez ce désamour pour la France? Et est-ce que l'idée que développe Pascal et qui effectivement est assez originale de dire que si le changement de politique, d'orientation de la politique française remonte à la présidence Chirac, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Je suis d'accord en partie, en désaccord avec d'autres partis, et je prends les choses, disons, autrement, mais il y a des points d'accord. Le 2003, l'importance, l'impact de la position française, qui malheureusement n'a rien empêché, mais enfin c'était une prise de position honorable. Donc la popularité que la France a eue dans certains milieux, dans certains pays. J'ai tendance à relativiser beaucoup quand même, parce que la vision de la France et les attentes par rapport à la France sont infiniment plus diversifiées que ce qui a été cité par Pascal, qui est juste, par ailleurs. Mais il y a aussi d'autres éléments. Je suis d'accord avec le fait qu'on a perdu du terrain. Je ne parle pas en termes d'amour ou de désamour, parce que je ne me place pas sur un terrain affectif, et tout ça est quand même très, très, très biaisé, très instrumentalisé. Mais enfin, en termes d'influence réelle et de poids, c'est évident qu'on a décroché. Mais on a décroché pourquoi? Il y a plusieurs questions, plusieurs explications possibles. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a eu une sorte d'influence néoconservatrice, atlantiste, mais plus occidentaliste, parce que souvent les néoconservateurs qui ont acquis une importance importante, en tout cas depuis la fin de Chirac, en fait, ont détesté Obama, en fait. Donc ils n'étaient pas alignés sur Obama. Ils étaient pas... L'atlantisme, c'est la position classique de la quatrième. On est aligné sur Washington parce qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça. Donc c'est plutôt un occidentalisme au sens idéologique. On est donc d'accord sur beaucoup de points. Alors là où j'ai une approche différente, c'est que d'abord, je ne pense pas qu'on puisse juger une politique étrangère sur sa popularité. J'ai toujours résisté à la diplomatie d'opinion. Et je pense qu'il faudrait essayer de reconstituer, même dans les sociétés modernes, où tout le monde donne son opinion toutes les 3 minutes et harcèle les gouvernements tout le temps. Je pense qu'il faut essayer de maintenir un raisonnement de fond qui est fondé sur l'histoire, le passé, la projection, l'avenir, et essayer de ne pas être ballotté par les applaudissements ni par les sifflets. Ça, c'est une remarque générale qui ne s'applique pas spécialement aux pays dans lesquels la France était populaire après 2003. C'est une remarque globale. Et je m'afflige de voir que les politiques étrangères des pays occidentaux sont de moins en moins capables de résister à ça. C'est déjà dans Tocqueville. Le drame des démocraties, c'est qu'elles mènent la politique extérieure sur la base de considérations intérieures. Il écrit ça vers 1820-30. Donc c'est peu dire que ça n'a rien à voir avec le monde actuel où tout ça est aggravé 1000 fois. Donc moi, je résiste à ça, globalement. Et je ne suis pas prêt à admettre l'idée que l'élément positif, le jugement positif sur une politique étrangère française ou autre, d'ailleurs, soit fondé sur le fait qu'elle est applaudie ou pas. Il y a d'autres critères par rapport à ça. Ensuite, il y a beaucoup d'autres attentes. Si on prend les Européens, par exemple, le jugement des Européens sur la France, et c'est là où on a décroché le plus. Ça n'a rien à voir avec ces sujets. Parce qu'ils étaient gênés par la prise de position courageuse et juste de Chirac. Et ils étaient énervés par la popularité que ça nous donnait dans certains milieux, que Pascal a décrite, qu'il a rencontré, mais ce n'est pas le critère. Les Européens s'en fichent complètement. Et le seul critère des Européens, que ça plaise ou pas, c'est que la France est le seul pays développé qui n'arrive pas à faire des réformes. Parce que les Français ne veulent pas les faire. C'est un autre sujet, ça. Mais le regard dominant, c'est que la France n'est plus tout à fait dans la même catégorie. Elle n'est plus dans la même catégorie que l'Allemagne. Bon, si les Français veulent vraiment pas ce type de réforme, c'est un choix, mais qui entraîne des conséquences. Et pour la première fois depuis que je me passionne pour ces questions de politique étrangère, je vois que le lien est fait quand même. Le lien n'était jamais fait avant. Là, le lien est fait. D'accord, vous ferez des propositions, très bien, mais commencez par mettre un peu d'ordre chez vous. Mettre de l'ordre, ça veut dire réussir à maîtriser la dépense publique, en gros. C'est la question de l'ensemble des pays développés. Donc les attentes européennes ne sont pas les mêmes.
Les Allemands, ils attendent ça. Quand Schäuble, qui est le dernier responsable allemand qui s'intéresse un peu à la relation franco-allemande, quand il dit on aimerait bien que vous reveniez à niveau, mais commencez par tenter d'appliquer les engagements que vous avez pris. Bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit populaire ou impopulaire ailleurs, vous voyez, par rapport à ça. Puis on pourrait prendre des dizaines d'exemples. Les Africains aujourd'hui, alors une partie d'entre eux, les plus pauvres parmi les plus pauvres, continuent à demander qu'on maintienne un peu d'aide au développement, mais l'immense majorité des Africains, il y a 53 pays, c'est plus du tout leur sujet. Ils demandent de l'investissement, ils demandent des transferts de technologie, ils peuvent demander des visas, ça c'est autre chose, c'est tout un autre débat, l'affaire des visas, mais c'est très important ici. Donc il y a une attente de la France par rapport à ça. Est-ce que vous allez nous défendre dans telle ou telle réunion internationale, mais sur d'autres sujets que la résistance aux États-Unis? Parce que les mêmes, quand ils sont capables, ce que Pascal a décrit, c'est exact, ils sont capables d'applaudir la France, oui, bravo, très bien, mais évidemment, le lendemain, ils vont eux-mêmes chercher des arrangements avec les États-Unis parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils trouvent que pas mal qu'on soit dans une sorte... Ils nous enferment un peu, quoi. Et dans une sorte de rôle comme ça, assez déclaratoire, plus qu'efficace, d'ailleurs. Et donc, je ne prends pas ça complètement au pied de la lettre. Et si vous prenez les Québécois, ils vont dire la seule chose qui nous intéresse, c'est que vous nous aidiez à résister au Canada. Que ce soit un Canada autoritaire ou le blabla multiculturel de Justin Trudeau, qui est considéré par le Québec comme une nouvelle invention pour les dissoudre, en fait. Et ils n'aiment absolument pas ça, vous voyez. C'est une autre demande. Les Turcs, la seule chose qui les intéresse, c'est qu'on ne soit pas trop copains des Kurdes. Et les Kurdes, la seule chose qui les intéresse, c'est qu'on soit dur avec les Turcs. Bon, donc si vous élargissez, vous allez voir énormément de demandes qui n'ont rien à voir. Les Iraniens, ils comptaient sur nous. C'est eux qui avaient inventé à l'origine, enfin pas que, mais ils avaient inventé le concept d'islamophobie dont je dirais un mot. Et en fait, c'est plus du tout leur sujet. Les Iraniens, ce qui les intéressait, en tout cas l'équipe Rouhani, c'est que la France ne complique pas trop l'accord qu'Obama voulait passer, qu'il a finalement obtenu, à juste titre, à mon avis. Donc les Iraniens, les dirigeants iraniens, ils trouvent bien la France si elle favorise ce type de solution. Elle n'aime pas trop quand elle alourdissait la négociation de l'accord, qui finalement est plutôt bien. Et là, par exemple, les Iraniens, ils vont se demander si la France, avec d'autres, est capable de sauver l'accord Iran qu'avait obtenu Obama, malgré Trump. Vous voyez, c'est un peu chaud. Donc, tout ça n'est pas faux, mais il y a 1000 autres approches. D'autre part, il y a une question auquel les publics, c'est souvent des publics jeunes, étudiants, connectés, etc., dans les pays arabes et quelques pays africains, en fait. Bon, la question écologique, en général, ils s'en fichent totalement. C'est pas leur sujet, c'est pas prioritaire. Or, la question écologique a énormément monté ces dernières années. Énormément. Avant la rencontre de Paris, c'était celle de Copenhague, je crois. Les Chinois en étaient encore à dire à Copenhague, le réchauffement, c'est une invention c'est l'inverse de ce que dit Trump, vous voyez. C'est une invention des Occidentaux pour empêcher le développement des pays émergents. Et à supposer que ce soit vrai, de toute façon, c'est pas de notre faute. Donc ils campaient sur cette position. Et puis il y a eu des changements, ils ont évolué pour des raisons intérieures. Et finalement, quel est le dernier événement où la France était applaudie par tout le monde, y compris ceux qui avaient beaucoup aimé la position de Chirac et qui regrettaient que la diplomatie française n'ait plus cette audace dans les années suivantes, c'est l'affaire de l'accord de Paris. L'accord de Paris, qui n'aurait pas été possible sans l'engagement des Chinois et le courage d'Obama, mais qui est très bien orchestré par Fabius, après. Bon, ça, c'est une réussite incontestable dans le monde entier. La France a aidé à mettre à jour cet accord, etc. Donc, vous voyez, il y a 36 points de vue. Alors après, vous l'avez dit, je crois, dans la présentation, il faut distinguer l'opinion en général, les journaux, les gens, les étudiants et les gouvernements. Aujourd'hui, il y a énormément de gouvernements arabes qui nous jugent sur notre résistance à l'islamisme. Et ils n'emploient jamais l'expression d'islamophobie. Donc il faut se rappeler, il y a vraiment une clarification à faire parce qu'il est évident qu'il faut lutter contre toute tentation de maltraiter les musulmans en général, ou de s'en prendre aux musulmans, etc., etc. C'est évident. Mais le mot a été lancé avec une sorte d'amalgame qui fait que ça interdirait toute remarque sur l'islam. Et si on avait appliqué l'équivalent du concept d'islamophobie, Voltaire n'aurait jamais pu dire ce qu'il disait sur l'Église catholique ou sur les jésuites. Il aurait été en prison au bout de 8 jours. Donc c'est un terme que je trouve, moi, avec lequel je suis mal à l'aise par cette espèce d'élément d'amalgame. Et quand le roi du Maroc fait ce discours mémorable le 20 août, il est à sa façon islamophobe.
puisqu'il lutte, il ne dit pas que ça n'a aucun rapport avec l'islam, il ne dit pas que les dérives auxquelles on assiste sont bouddhistes. Hein. Et donc, il assume, et il y a énormément d'intellectuels, de penseurs, de politiques, en général pas en fonction, sauf le roi qui est protégé par le fait qu'il est commandeur des croyants, mais plein d'autres, en fait, qui pensent qu'il y a un combat gigantesque à mener dans l'islam contre cette dérive, et que c'est la bonne façon de servir l'islam, et que c'est la bonne façon d'aider les musulmans que de mener ce combat. Sans que ce soit, c'est peut-être le hasard, mais le papier de Boualem Sansal aujourd'hui dans Le Monde, il appelle à une résistance plus grande contre le voile comme acte militant. C'est Boualem Sansal. Je le cite, hein, mais on peut en citer 50, sans même remonter à Salman Rushdie. Donc il y a tout un débat qui est assez compliqué, qui n'a pas lieu que chez nous, qui a lieu dans chaque pays arabe, dans chaque pays musulman, dans le monde entier, etc., dans lequel ce qui est attendu de la France, c'est pas simplement de suivre une sorte de mouvement général parce que c'est plus commode. Et si je parlais des gouvernements, ça serait encore plus précis. Les gouvernements du Sahel, aujourd'hui, ils demandent que le dispositif militaire Barkhane reste pendant des années. Ils savent très bien que si Barkhane est retiré par des dirigeants français ultérieurs, aucun d'entre eux n'est capable de gérer la situation. Donc, voilà, en résumé, ce qu'a dit Pascal est exact. L'évolution historique de la diplomatie française est exacte, c'est incontestable, mais on ne peut pas fonder notre analyse et nos prévisions pour l'avenir, ou nos propositions pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On ne peut pas le fonder que là-dessus parce que les attentes sont extrêmement diverses, en réalité. Et encore, je ne parle pas de la situation tout à fait nouvelle créée par Trump. Mais là, on serait certainement d'accord sur ce qu'il faut faire par rapport à Trump. Alors, Pascal, avant de revenir sur la question de l'islamophobie, de l'islam, de toute cette affaire qui risque de dominer le débat, comme il domine les débats français, je voudrais quand même t'entendre sur l'opinion. Est-ce que l'opinion internationale, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une politique internationale sans tenir compte des opinions publiques? Tocqueville en parlait déjà. Quel est ton sentiment là-dessus? Il y a une école réaliste entre guillemets, qui dit au fond les opinions sont un peu des empêcheurs de tourner en rond. Et quel est ton sentiment là-dessus? Enfin, c'est vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup discuté avec Hubert et on a une phase d'accord et on se sépare à la fin sur cela. L'opinion, oui, ça compte parce que sinon, quand tu étais ministre, tu allais souvent dans les médias pour convaincre l'opinion, tu le fais, donc l'opinion, ça compte. C'est vrai que, par contre, ce qui devient gênant, c'est les gouvernements qui, je dirais, ne regardent pas l'opinion, mais regardent le court terme. Quel est le sondage de demain? Qui sacrifie l'efficacité sur la popularité? Et donc, on a de plus en plus de gouvernements, notamment dans le monde occidental, qui sont soumis à des flux électoraux, qui sont soumis à des batteries de sondages, et donc qui sont toujours un peu à la recherche d'un soutien de l'opinion, ce qui, très souvent, les conduit à négliger une perspective de long terme ou tout simplement l'intérêt national. Et donc, la recherche à tout prix de la popularité peut conduire à des politiques qui sont inefficaces, voire dangereuses pour l'intérêt national. Mais par contre, et là, ça c'est un fait et on pourrait multiplier les exemples. Mais par contre, être populaire sur de bonnes causes, incarner quelque chose est un avantage comparatif. Et donc il ne faut pas chercher la popularité à tout prix, parce que finalement, quand De Gaulle sort de l'OTAN, il est impopulaire. Parce que les Français pensaient que c'était mieux d'être copains avec les Américains, qu'il y avait une fascination pour la société américaine. Et donc, on aurait fait un sondage à l'époque. Les gens ont dit non, on est mieux, c'est dangereux de sortir de l'OTAN, etc. Si on avait fait un sondage après la guerre des 6 jours, les Français auraient très majoritairement dit non, on reste amis avec Israël et on ne rompt pas avec Israël, etc. Et je ne suis pas sûr que s'il y a eu un référendum sur l'arme nucléaire, la réponse était oui, on a besoin de cela pour l'avenir du pays. Donc, il ne faut pas être suiviste à l'égard de l'opinion. Et là, on se rejoint depuis très longtemps avec Hubert. Et il y a trop de gouvernements qui le sont, qui sont aveuglément suivistes et qui d'ailleurs ne sont pas plus populaires pour autant dans leur propre pays. Ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, dans le combat mondial pour
l'existence, sur une scène internationale de plus en plus peuplée, où les acteurs sont de plus en plus nombreux, la popularité peut être un facteur de puissance, peut être un levier sur lequel on peut bouger. Donc ce n'est pas rechercher la popularité à tout prix, mais c'est le faire, s'en servir comme levier. Je suis tout à fait d'accord avec Hubert sur l'accord climat. Ça a été ça a été très bénéfique pour le prestige de la France, mais aussi parce qu'elle a su créer une coalition, parce qu'elle n'a pas à aller seule, qu'il y a une négociation qui s'est faite, que ça correspondait à l'intérêt général. Et cette négociation me paraît vraiment le bon exemple. L'intérêt national français était tout à fait compatible avec l'intérêt général, et la France a été moteur pour déboucher sur un accord qui rejaillit positivement sur elle, de façon de façon réelle quand même, et c'est utile pour tout le monde. Donc là, donc il ne faut pas être suiviste par rapport à l'opinion, mais la popularité peut être un facteur utile pour le rayonnement d'un pays et pour son prestige et en quelque sorte sa puissance. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai pas dit qu'il fallait suivre l'opinion, j'ai dit l'inverse. Oui, bien sûr. Hein, donc on est d'accord là-dessus. Alors, la popularité, oui, c'est sans doute mieux que l'inverse, mais comme je dis, il faut se méfier parce que les opinions sont versatiles et hypocrites, justement. Donc elles sont capables de nous applaudir parce qu'on est dans le rôle, une sorte de rôle de Don Quichotte, tout en pensant que ça va jamais marcher et qu'ils vont faire autrement. Bon, on peut pas s'appuyer que là-dessus, quoi. Et il y a encore mieux que la popularité, c'est le vrai soft power, quand on l'a dans la durée. Mais ça dépend de facteurs d'attractivité multiples. Je parlais des visas, par exemple. Si on avait une gestion des visas qui, par exemple, pour les étudiants, pour les études, pour des choses comme ça, l'impact est absolument gigantesque, quelles que soient les positions générales prises. Donc, enfin, écoutez, on se rejoint là-dessus. Pascal, là, Hubert Védrine critique, n'est pas à l'aise, c'est le mot qu'il employait avec le concept d'islamophobie. Toi, tu l'emploies dans ton livre. Oui. Pourquoi tu l'emploies alors qu'effectivement, des gens ici, en France, disent si vous employez ce mot, vous êtes le complice des islamistes. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument ? Bon, déjà, le terme n'a pas été inventé par Khomeini et par des sociologues français au début du... Le terme n'a pas été inventé par les Iraniens, mais par des sociologues français coloniaux au début du 19e siècle, mais bon, peu importe. Le terme peut effectivement, si c'est interdire la critique d'une religion, moi je pense qu'on peut critiquer l'islam comme toutes les religions. Ce que j'appelle islamophobie, c'est quand une jeune femme qui porte le voile se fait attaquer dans la rue, agressée physiquement, c'est bien parce que elle affiche une identité religieuse. Et c'est bien pour ses convictions religieuses qu'elle est attaquée. Donc effectivement, si l'islamophobie devenait l'interdiction de tout débat public et de toute critique de la religion, je m'en sépare. Est-ce que l'on peut parler plutôt de racisme anti-musulman qui peut être moins contesté? Mais c'est vrai aussi que dans la mesure où beaucoup de musulmans estiment que le terme islamophobie est choisi par eux et que le fait qu'il soit banni, qu'il ne puisse pas être utilisé, est une sorte de déni du racisme anti-musulman, peut également être gênant dans le débat. Donc je pense qu'on peut l'utiliser parce que il existe, il y a des faits qui existent, mais c'est comme la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a deux visions de l'islamophobie. Est-ce que c'est le refus de toute mise en cause de la religion ou est-ce que c'est l'interdiction d'actes racistes contre ceux qui pratiquent une religion? Je pense aussi, et j'insiste un peu dans le livre, c'est que le terme d'islamiste est pris souvent de façon indéterminée. On met dans le même sac une jeune fille qui porte le voile, que les djihadistes qui voulaient foncer sur Bamako, que le parti Ennahda qui a accepté de partir dans l'opposition. Tu parlais du Maroc, le parti au pouvoir se réclame comme islamiste. Et donc, il y a une telle variété dans ceux qui se réclament, y compris de l'islam politique, qu'on ne peut pas les mettre dans les mêmes rangs. Il y en a qui veulent participer à la vie politique, d'autres qui veulent prendre le pouvoir par la violence. Et je pense que la séparation doit être faite entre les uns et les autres. Quant à Boualem Sansal, bon, lui, c'est ses opinions depuis longtemps, on le connaît, mais dire, comme certains l'ont dit en France, je ne dis pas que c'est le cas d'Hubert, mais comme certains, y compris, à un haut niveau, disent qu'il y a un complot contre la République si des jeunes filles portent le voile ou veulent rentrer avec le voile à l'université ou ailleurs, c'est que la République est quand même très faible sur ses appuis. Si on voit un complot dans le fait de porter le voile, alors qu'il puisse y avoir des gens qui veulent instrumentaliser ça, certes, autant, on a beaucoup dit, le burkini, c'est la théorie du complot partout, et donc c'est un complot, le burkini, des gens qui ont monté ça
pour montrer les fragilités de la France. Mais je veux dire, même s'il y a des pièges, on n'est pas obligé de tomber dedans. Et donc, moi, que des étudiantes viennent voiler à l'université, je vais voir plutôt ce qu'elles racontent ou ce qu'elles écrivent, plus que la façon dont elles s'habillent. Et il y a d'autres façons de s'habiller qui sont autrement choquantes, d'ailleurs, que le port d'un foulard et en termes de disgrâce à tous les plans. Donc, donc je ne refuse pas le terme islamophobie, même si je peux utiliser racisme anti-musulman indifférent, et je revendique le droit de critiquer la religion musulmane, puisque je pense que ça n'aura échappé à personne. Moi-même, je ne suis pas très musulman. Je ne suis pas croyant du tout. Mais c'est vrai que ce qui me gêne dans l'état actuel de mon pays, c'est qu'il y a quand même une stigmatisation dans certains secteurs de l'opinion, dans certains médias. Et je fais la liste des unes des différents journaux où c'est quand même un peu répétitif et c'est quand même un peu toujours les mêmes qui payent, qui créent une atmosphère. Alors, bon, quelqu'un comme... Christophe Barbier dit oui, mais les unes sont caricaturales, mais dans le dossier, c'est plus explicite, c'est plus relativisé. Sauf que tu as des centaines de milliers de personnes qui voient les unes et tu as quelques dizaines de milliers de personnes qui vont lire le fond du dossier qui est plus équilibré que la une. Et c'est bien la une qui... Bon. Donc quand même, on voit très bien que là, alors je n'irai pas dans l'excès de dire que les musulmans aujourd'hui sont les juifs des années 30, comme certains le disent, etc. C'est des propos parfaitement excessifs et même injustifiables et en tous les cas qui n'aident pas du tout à faire avancer. Je dis même parce qu'il faut que les choses avancent, c'est que les musulmans sont moins discriminés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a une génération, que les choses ont quand même progressé, mais qu'il reste des progrès à faire, donc ne pas se contenter de dire tout va mal et il n'y a rien à faire, mais reconnaître quand même que, bon, en termes d'accès au logement, accès à l'emploi, etc., il y a une discrimination particulière qui coûte au pays parce qu'on a des forces vives qui doivent partir à l'étranger pour trouver ce qu'ils ne trouvent pas en France, et là on se prive d'une jeunesse et de talents qui ne demanderaient qu'à s'exprimer. Et là-dessus, je ne pense pas qu'au-delà de l'emploi des termes, là, je ne pense pas que là-dessus, il y ait un grand différent avec Hubert. Alors, ceux qui nous disent dans les pays musulmans, il faut combattre l'islamisme, une fois encore, ça dépend de quel islamisme l'on parle, quoi. Est-ce qu'il faut combattre ceux qui prônent la violence ou, bon, alors ceux-là, il faut les combattre, y compris par la violence. Et ceux qui, moi, j'ai pas envie qu'on m'impose un mode de vie et qu'un parti islamiste vienne au pouvoir pour dire, bah non, tu dois t'habiller comme cela et tu as le droit de manger ça et pas manger ça. Mais si ces gens-là veulent manger cela et ne pas boire cela, ça me gêne pas. Hubert Védrine, je suis sûr que vous allez réagir à ce que Pascal vient de dire, mais j'avais une question. Nous sommes alliés de pays islamistes. Nous sommes alliés, par exemple, de l'Arabie Saoudite. Nous sommes alliés du Qatar, qui sont des pays officiellement wahhabites. Comment vous intégrez ça au raisonnement que vous faites sur il faut résister à l'islamisme? Alors, d'abord, je voudrais préciser pour l'information des gens qui sont là que moi, j'ai beaucoup d'amis arabo-musulmans, pour des raisons liées à ma famille, depuis l'enfance. Donc j'ai eu beaucoup d'amis marocains, algériens, tunisiens, etc., etc. Et que l'immense majorité de ces gens-là, aujourd'hui, qui sont musulmans de culture, alors je ne sais pas si dans leur tête ils sont athées ou un peu musulmans, bon, mais ils sont musulmans de culture, ils me disent « tenez bon, tenez bon ». Et tous les gens que je connais qui se comptent par dizaines et dizaines. Et il y a des gens connus que je ne connaissais pas avant, que j'ai connus après, dont Boualem Sansal et d'autres. Mais c'est pas parce qu'il dit ça depuis longtemps qu'il a tort. Ça reste très courageux ce qu'il dit. Ça reste très risqué. Il est menacé pour ce qu'il dit, tout le temps. Bon, il n'est pas seul. Et encore une fois, on pourrait remonter à Salman Rushdie, mais on en trouverait des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens dans les pays arabes ou musulmans qui disent qu'il y a un combat à mener, indépendamment de la question française. Donc moi j'entends ça depuis longtemps en disant vous êtes d'une naïveté incroyable. Dès qu'il se passe quelque chose en France, vous disputez entre vous d'une façon nombriliste, avec sur la gauche, la droite, les ceci, les cela. En fait, c'est un conflit mondial, dans l'ensemble de l'islam sunnite mondial, et il y a des gens qui sont en première ligne partout, partout, et toutes les affaires de vêtements et autres, c'est un test. C'est ça que j'entends, moi. J'ai énormément d'amis, des femmes marocaines, algériennes, tunisiennes, qui me disent ça depuis des années, des années. Vous vous rendez pas compte ? Quand on voit arriver un voile qui n'a jamais été porté au Maghreb, jamais été porté dans la partie musulmane de l'Afrique, qui vient de vieilles traditions yéménites, qui arrive là, on ne sait pas comment, ou d'Afghanistan, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne faut pas embêter les gens qui ont leur tradition. Ça n'a rien à voir. C'est un test
parce que précisément ceux qui... Et je ne parle jamais de la République, parce que c'est un autre débat, je ne sais pas comment la définir, et je ne mélange pas tout. Et j'emploie même le terme laïcité, je ne sais pas comment l'employer, donc je vous parle autrement, en envoyant ces termes. Moi, ce que j'entends, c'est, tenez bon, c'est une offensive de gens, c'est conceptualisé, et ils tiennent compte du fait qu'il va se trouver des défenseurs de notre opération au nom du refus de l'islamophobie, qui va se trouver tout ce qu'il faudra d'ONG, de militants sympathiques, dévoués, de cathos de gauche, ou de gauchistes, ou etc., d'avocats qui vont faciliter tout ça. Et ça donne la liste qui est dans cet article que je cite parce que c'est dans le Monde d'hier, donc non, je l'ai sous la main. Et il dénonce tout ce qui peut se développer sans entrave. L'islamisme comme programme multidimensionnel visant à transformer la société ciblée par le halal, par la séparation des sexes et des religions, par la multiplication des mosquées, par le voile comme acte militant, je l'ai cité tout à l'heure, la prise en main des prisons, l'entrisme dans les entreprises, etc., etc. Et à la fin de la liste, vous avez raison, il dénonce le fait, dans le même mouvement, il dénonce l'attitude qui, à son avis, d'une naïveté tragique de notre société, qui n'aide pas les musulmans réformateurs à tenir bon. Et moi, je pense que les musulmans réformateurs ou qui résistent à l'islamisme sont abandonnés, comme le camp de la paix en Israël. Et c'est ça que je n'aime pas dans le concept d'islamophobie, c'est que ça leur coupe les pattes à ces musulmans courageux, résistants, réformateurs. Et à la fin de l'énumération, il y a ce que vous disiez, Arabie, Qatar. Et il dit, c'est par ailleurs incohérent que le Qatar et l'Arabie qui le propagent et financent des organisations djihadistes n'ont encore que des amis. C'est pour ça d'ailleurs qu'en réfléchissant à ces questions, j'ai accepté il y a quelques mois de préfacer un ouvrage de Pierre Conessa, qui a analysé la diplomatie religieuse de l'Arabie et la façon dont l'Arabie finance sa vision wahhabite, par définition, depuis des décennies, et a finalement réussi à influencer énormément de gens au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, voire en Europe, dans l'indifférence complète des autorités politiques pendant très longtemps. Parce que tous les gens formés à la française, qu'ils soient français ou maghrébins, pareil, ils ont dit on s'en fout, la religion, c'est des vieux crabes, c'est pas important, les barbus, c'est pas grave. Bon. Ou alors bien, il y a un calcul cynique et on garde le pouvoir et on les laisse islamiser la société. Donc la pression avance, y compris sur l'histoire de voile, etc. Et puis les femmes peuvent pas, elles n'ont pas de point d'appui pour réagir à ça. Donc il y a quand même une vraie politique de l'Arabie. Alors pourquoi l'Arabie s'est lancée dans une politique prosélyte dans le monde entier? Il y a d'autres explications aussi, mais enfin, ils ont financé avec des moyens absolument incomparables. Et il y a que depuis très très peu de temps que plusieurs pays musulmans se disent mais il faut qu'on dresse des antidotes. Il faut qu'on crée des sites, il faut qu'on fasse des bouquins, des machins, des DVD, des écoles, des enseignements pour répandre notre vision de l'islam qui n'est pas celle-là. C'est très récent en fait. L'Arabie, ça fait 30 ans par rapport à ça. Donc je pense aussi qu'il y a eu une sorte d'inconséquence de la part des Occidentaux. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans le livre de Conessa, mais enfin il est précis, méthodique, il décrit les organisations, c'est des citations des Saoudiens. Et j'ai fait une préface pour dire c'est historiquement incontestable. Est-ce que ça nous décrit l'Arabie de demain? Peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'on voit aussi qu'il y a en Arabie un début de tentative pour essayer de moderniser le pays. Mais est-ce qu'il peut y avoir une Arabie qui ne soit pas wahhabite? Bon, c'est pas du tout évident. Hein. Donc je pense que là aussi, il faut pas qu'on soit trop dépendant. Il faut qu'on reconquiert une espèce d'autonomie intellectuelle. Et je ne l'écarte pas donc du tableau. Notre incohérence saoudienne, disons. Pascal, tu insistes beaucoup dans ton livre aussi sur la question israélo-palestinienne, en disant que c'est un clivage important en France, qu'on a d'une certaine manière un peu importé ce conflit, et que ça pèse dans cette affaire de désamour. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et je sais aussi que tu souhaites évoquer la question du terrorisme. Donc, Oui, rapidement sur la question israélo-palestinienne. C'est vrai que De Gaulle avait incarné la rupture, alors que bon, pour beaucoup, Israël fait partie du monde occidental, c'est notre allié occidental dans la région, on doit être solidaire. Il y a une sorte de solidarité civilisationnelle, le sentiment de culpabilité aussi par rapport à la Shoah, et puis sous la 4e République, les amitiés SFIO qui unissaient les dirigeants français aux dirigeants israéliens. Donc De Gaulle rompt avec tout ça, et Mitterrand, bon, Hubert bien sûr pourra en parler mieux que moi, est le premier président français à la fois à se rendre à la Knesset, mais aussi l'un des premiers, à part Bruno Cressery, mais qui était un petit peu à part, le premier dirigeant occidental, hors Bruno Cressery, a réclamé la création d'un État palestinien. Plus Chirac, sa promenade
en 96, etc. Et donc le fait que la France incarne dans de nombreux pays, non seulement arabes musulmans, mais également en Afrique du Sud ou au Brésil, dans les pays qui sont du Sud, qui ont connu ensuite l'indépendance, le fait que la France soit le seul pays occidental qui défend une cause qui est plutôt minoritaire dans le monde occidental, on dit que, et qui est au nom de principes très clairs comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'autodétermination, ça donnait beaucoup de popularité. Depuis, il y a une rupture qui a commencé avec Chirac, là aussi, puisque dès 2005, Chirac accueille Sharon en disant c'est un homme de paix, etc. Sharon a dû être surpris lui-même d'ailleurs, il s'est retiré de Gaza de façon unilatérale. On sait quel problème ça allait amener par la suite. Bon, Sarkozy lui revendiquait, et même si Sarkozy, dans de nombreux discours, a des propos beaucoup plus durs sur Israël que ne l'a eu jamais depuis qu'il est élu François Hollande. Autant Sarkozy était complètement à se revendiquer comme appartenant occidental, sur Israël, bien sûr, il se revendique ami d'Israël, mais il a, je le cite, plusieurs citations dans ses discours devant les ambassadeurs où il met en garde Israël, ce que François Hollande n'a jamais osé faire. Sarkozy était plus dur dans la franchise de l'expression par rapport à Israël. Et François Hollande, en grande partie pour des raisons de politique intérieure, de peur, de susciter des remous. Je crois que le geste fondateur, c'est son premier discours devant les ambassadeurs. Il raye le passage sur le conflit que Paul-Jean Ortiz, malheureusement qui n'est plus là, avait écrit pour donner une vague référence à une paix future, mais sans nommer vraiment qui fait quoi, etc. Et donc là-dessus, on est encore... la conférence de Paris a été très bien. Aussi bien Laurent Fabius que Jean-Marc Ayrault, d'ailleurs, auraient voulu être plus actifs, mais ils ont été un peu bridés sur ce sujet par François Hollande, qui, lui, l'était moins. La France, aujourd'hui, je dirais, est encore le pays occidental qui est la moins... et même le pays tout court, parce que les pays arabes, les gouvernements des pays arabes se foutent complètement de la cause palestinienne. Les populations, non, mais les pays arabes n'en ont vraiment rien à faire. Et la France est donc peut-être l'État ou le pays au monde qui essaye le plus de faire avancer, conscient des enjeux, encore plus dans le monde occidental, mais elle est nettement moins active qu'elle ne l'était sur ce dossier il y a une douzaine d'années. Là, je suis tout à un fait... mot là-dessus. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais tout ça rend un peu triste malgré tout, parce que, oui, Mitterrand, encouragé par Kreisky, qui était lui-même juif, je ne dirais pas qu'il était antisioniste, mais enfin, il était vraiment très, très, très dur sur ce qu'Israël devenait, et encore, c'est rien par rapport à aujourd'hui. Bon. Donc Mitterrand a fait ce discours formidable à la Knesset, on a vécu là-dessus pendant très, très longtemps. Il n'en reste pas grand-chose. Enfin, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Pascal sur l'évolution récente. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la France a eu le courage de porter ça, très seule. Pour le coup, ça nous a valu une impopularité, mais qu'il fallait accepter chez la plupart des Européens et aux États-Unis. Bon. Les pays arabes, formellement, disaient bravo, la position française, mais Pascal a raison, ils s'en fichaient totalement. Totalement. Il y a quelques pays arabes qui avaient, à un moment donné, simplement leurs Palestiniens à eux pour entretenir la lutte contre les Palestiniens du voisin, etc. Bon, les Palestiniens étant par définition brisés, divisés, etc., etc. Et les pays arabes n'adoraient pas la politique française qui a consisté à sauver Arafat plusieurs fois. L'idée de Mitterrand étant qu'il fallait sauver Arafat, qui était le seul homme capable d'engager un jour les Palestiniens dans un vrai compromis avec Israël, capable d'assumer ses engagements. En fait, c'était le raisonnement à très, 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 très long terme. Moi, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas eu une conjonction entre Mitterrand, Rabin pas dans une coalition, enfin Rabin en position de force, et des Américains jouant le jeu. Or, il y a eu qui, les Américains, on ne va pas remonter au déluge, il y a eu Bush père et Baker, à un moment donné, Clinton un petit peu, tout à fait à la fin du second mandat, mais encore, et c'est tout. Et Obama, moi je suis plutôt pro-Obama, contrairement au Quai d'Orsay, mais il a été décevant là-dessus. Il était décevant parce qu'au début, il avait dit à Netanyahou, il faut arrêter la colonisation. L'autre lui a dit, ouais, c'est dur. Bon, il a arrêté 3 semaines, il a recommencé. Et Obama lui dit, non, c'est pas bien, il faut arrêter. Et l'autre lui dit, je fais ce que je veux. Voilà. Et Obama a dit, bon, ben, c'est dommage. Et c'était le début du premier mandat. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis resté en contact actif avec des gens comme André Azoulay, avec Shlomo Ben-Ami, avec Elie Barnavi, formidable ambassadeur d'Israël à Paris, qui me défendait quand j'étais ministre contre les attaques du CRIF. Vous voyez, c'était courageux de sa part, ça avait de l'allure.
beaucoup de généraux en Israël. Le camp de la paix qui n'est pas un camp, ils sont mal organisés, mais il y a beaucoup d'anciens chefs d'état-major, d'anciens chefs du Shin Bet, du Mossad, qui considèrent que la politique d'Israël est absurde. Il y a pas mal de gens qui ont été d'ailleurs réconfortés par une interview récente de M. de Klerk, l'autre grand homme de l'affaire Afrique du Sud, quand même. Il n'y a pas eu que Mandela. Mandela n'aurait pas réussi cette chose extraordinaire s'il n'y avait pas eu de Klerk en face, qui finalement avait tiré les leçons de l'histoire. Et de Klerk, dans une interview plutôt pro-israélienne, il leur dit « Faites attention parce que vous avez torpillé les négociations, vous avez éliminé les Palestiniens, vous avez empêché l'État palestinien. De facto, il y a 500 à 600 000 colons. Vous êtes en train de créer une Afrique du Sud. » C'est ce que dit de Klerk. Alors quand on voit des gens comme ça, d'abord je trouve que la conférence de Paris, c'est mieux que rien, disons. C'est un point de repère. La résolution qui est passée au Conseil, parce qu'à la fin, Obama s'est vengé de Netanyahou, qu'il avait lui cassé les pieds pendant des années sans arrêt. Bon, c'est plutôt bien que ça existe, c'est un point de repère, même si Trump est parti de façon dingue, exactement dans l'autre sens. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez? Et là, il faudrait une immense conférence de l'ensemble des gens liés à ce qui a été le camp de la paix. Les André Azoulay, il y en a dans pas mal d'endroits. Bon, on peut rassembler des gens comme ça. Il y en a à New York, il y en a dans beaucoup d'endroits. En général, ce sont des juifs libéraux, très éclairés, et qui ont la trouille de l'engrenage dans lequel Israël s'est mis. Est-ce que vous pensez l'un comme l'autre, sur ce dossier, que la reconnaissance par la France de l'État palestinien, l'État de Palestine, serait une façon de faire quelque chose qui pourrait être applaudi et, comme tu le dis, faire que la France, que dans une partie de l'opinion internationale, ce désamour... Ça dépend de ce que veulent les Palestiniens, en fait. Il ne faut pas faire ça uniquement pour faire les malins et qu'on soit content de nous. Il faut le faire si les Palestiniens nous disent que c'est un élément utile qui réduit leur affaiblissement. Mais vous savez, pas mal de Palestiniens... Non, je ne sais pas. J'ai pas tous les éléments maintenant. Je passe pas tous les jours à voir quelle est la position, mais il faudrait demander à des Palestiniens et pas qu'à l'autorité palestinienne. Il faut faire un tour plus large pour dire est-ce que vous pensez que c'est un élément solide, déclenchant, ou est-ce que c'est une carte qu'il faut garder. N'oubliez pas que pas mal de Palestiniens commencent à se dire qu'ils finiront un jour par dire aux Israéliens vous avez gagné l'affaire Afrique du Sud. Vous avez gagné, vous avez empêché l'État palestinien, et maintenant démerdez-vous. Ils sont assez nombreux à être tentés par ça, quand même. Ah oui, ce serait la dissolution de l'autorité palestinienne, parce que finalement, là, oui. L'autorité palestinienne sert un peu à affaiblir le coût de l'occupation. Mais bon, l'autorité palestinienne et les Palestiniens aimeraient que d'autres pays, ils ont choisi la voie diplomatique unilatérale, parce qu'il n'y a pas de bilatéral, etc. Donc la reconnaissance par la France serait un soutien reconnu, changerait modérément la balance des forces réelles, mais serait quand même un soutien apprécié de la part des Palestiniens. Et en plus, c'était un engagement de François Hollande, donc il a encore 4 mois pour le tenir. On verra bien s'il le fait jusqu'au bout. Je comprends qu'il ne le fasse pas avant la conférence pour ne pas gâcher les chances de non-échec de la conférence. Mais en tous les cas, s'il le faisait, il tiendrait ses positions. Et maintenant que les Israéliens ont dit on ne vient pas, et puis votre conférence ne vous intéresse pas, la France devrait avoir les mains libres pour faire ce qui est conforme au droit, conforme à la justice et conforme à ses intérêts. Alors, juste avant de passer, on peut peut-être déjà même passer la parole à la salle, si des gens veulent intervenir. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Voilà. Monsieur là, vérifiez si tout marche. On dirait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mourad. Donc c'était pour rebondir un petit peu sur les propos de Monsieur Védrine qui m'ont un peu choqué sur pas mal d'aspects. Rapidement sur l'islamophobie et sur le terme d'islamophobie, moi ma position elle est la suivante, c'est que on doit se départir un petit peu des carcans desquels on vient, et soit on met un terme uniforme à tout le monde, et on parle de racisme, mais à partir du moment où on commence à identifier certaines formes de racisme, on peut très bien imaginer qu'on puisse identifier toutes les formes de racisme. D'autre part,
Vous avez dit que vous connaissiez beaucoup d'amis musulmans, des dizaines. J'en connais probablement un peu plus, peut-être des centaines, ou je ne sais pas, enfin peu importe. Mais la vision que vous avez ou les retours que vous avez des musulmans que vous connaissez ne sont pas du tout les mêmes que ceux que moi je peux avoir. Et je pense que vous avez une vision qui est un peu gênante dans la mesure où vous parliez qu'effectivement, dans le Maghreb, les femmes ne portaient pas le voile auparavant et que c'est un système nouveau qui vient d'être mis en place. Effectivement, c'est une vérité absolue et qu'on ne peut pas contredire, mais il ne vous aura pas échappé que le Maghreb a été colonisé pendant un certain temps et que les politiques étaient mises en place par un système colonial. Donc on ne peut pas se réjouir de cela, d'une part. Et d'autre part, moi j'ai ressenti... Sans utiliser un mot grossier, mais presque une espèce de fantasme sur l'islam et sur la façon dont les musulmans tenteraient par certaines méthodes, voire certaines manœuvres comment dirais-je, d'absorber la société. Je pense que finalement, les musulmans, en tout cas, je pense que les musulmans en France sont simplement français avant d'être musulmans et qui ne pensent pas manger halal pour embêter son copain, porter le voile pour porter préjudice à l'État. Non, je pense simplement qu'ils se sentent français et qu'en tant que Français, ils ont le rayonnement de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'à ce titre, ils ont envie de vivre leur foi comme un laïc aurait envie de vivre sa philosophie, comme un juif aurait envie... Enfin, peu importe. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'actes militants derrière tout ça. Et je pense que c'est un peu une méconnaissance de ceux qui l'utilisent, quoi. Alors, Hubert Védrine, est-ce que vous pensez qu'on est dans, comme vient de le dire notre interlocuteur Mourad, qu'on est dans le fantasme? Comment vous réagissez? Je suis convaincu que ce qui vient d'être dit représente le point de vue de l'immense majorité des musulmans en France, qui sont eux-mêmes épouvantés par l'islamisme, le terrorisme, etc. Bon. Mais tout ce que j'ai dit est inspiré par des musulmans. Donc c'est jamais mes avis personnels. Des musulmans innombrables, alors je n'en connais pas des dizaines, oui, des centaines, peut-être des milliers, depuis très longtemps. Et je suis sidéré de voir que les gentils musulmans en France n'entendent pas ça. N'entendent pas ça. C'est l'équivalent des juifs de France qui n'entendent pas le camp de la paix. Donc je ne comprends pas pourquoi les musulmans en France, qui ressentent ce que vous dites, ne sont pas plus solidaires d'immenses dirigeants, intellectuels, penseurs, associations, organismes dans le monde arabo-musulman qui luttent contre l'islamisme. Et c'est pas moi qui ai inventé. Tout ce que j'ai dit, ce sont des citations. Voilà. Donc, moi, je trouve que cette partie-là du monde musulman, qui résiste à l'islamisation, qui résiste aux dérives, mérite d'être soutenue. Et encore une fois, ce n'est pas des fantasmes, ce sont des analyses précises, des citations. Et encore, je ne vous ai pas infligé les citations de ce qu'il y a dans les sites islamistes, justement sur la conquête ou la reconquête. Je sais bien qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, que c'est du délire absolu, comme tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Non, c'est Pascal, tu veux dire un mot? C'est deux choses différentes. Il y a effectivement des sites islamistes qui font de la propagande, qui parlent de la conquête, etc. Et après, des gens qui, pour diverses raisons, veulent s'affirmer. C'est vrai qu'il n'y avait pas de mosquée en France avant. C'est vrai qu'il n'y avait pas de gens voilés et qu'il y en a plus. Mais pour te donner un exemple, j'étais en Tunisie en 2004 et j'avais un déjeuner avec la présidente des femmes tunisiennes, donc complètement laïque, un faux régime par ailleurs, etc., et qui me dit qu'elle était prof de médecine. Le lendemain des bombardements américains sur l'Irak, il y a 5-6 étudiants qui sont arrivés voilés alors qu'il n'y avait pas de voile. Donc il y a aussi des conditions comme ça, géopolitiques, qui conduisent à cela. Oui, mais c'est des facteurs aggravants, c'est pas le point de départ, ça. C'est normal que les étudiants, on sait ce qu'est le monde étudiant, bon, ils surréagissent à ce genre de trucs. Il y a un autre point sur lequel je voudrais répondre, c'est que ça n'a rien à voir avec colonisation ou pas. Au Maroc, avant 1912, il n'y a jamais eu le genre de voile islamiste qui surgit maintenant. En Tunisie, avant la présence française, il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé. En Algérie, avant la conquête française, qu'on peut condamner autant qu'on veut, ça n'a jamais existé. C'est pas lié au fait que c'était réprimé
par la colonisation, et ça ressort maintenant comme étant une sorte de libération par rapport à l'époque. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Écoutez ce qui se dit dans le monde musulman, dans le monde entier, dans le monde sunnite musulman. Il y a un gigantesque débat, et je ne vois pas pourquoi les musulmans de France, qui sont heureux en France, qui veulent s'intégrer, comme vous l'avez dit, laisseraient tomber la minorité de résistants réformateurs qui essaient de lutter de l'intérieur contre la dérive islamiste. Je ne dis pas que tout le monde doit parler comme le roi du Maroc. Encore une fois, il est commandeur des croyants, donc il a un poids particulier. Mais il ne faut pas se tromper. Et l'avenir dans cette affaire, c'est une convergence, une solidarité intelligente par le haut entre l'immense majorité des musulmans qui sont, comme vous l'avez exprimé, la minorité réformatrice contre la minorité extrémiste, wahhabite, djihadiste, salafiste, comme on veut. Et c'est cette conjonction-là à laquelle il faut travailler. Alors, il y avait une autre question là, monsieur, comme vous avez le micro, et ensuite il y aura madame au premier rang, et ensuite je crois qu'il y avait une question à monsieur là-haut. Merci beaucoup pour ces débats. Il y a un point, une observation, il y a un énorme focus sur le monde arabo-musulman, mais le monde semble beaucoup plus vaste. Qu'en est-il de l'Amérique latine, de l'Asie, dans leur relation avec l'amour vis-à-vis de la France? Et j'ai une petite question également sur les faits nouveaux que sont le Brexit et l'arrivée de Trump. Le Brexit ne va-t-il pas accroître, notamment en Europe, l'attractivité de Paris et de la France au sein de l'Europe, et cette sorte de constitution d'un axe anglo-saxon alliant les États-Unis et le UK aujourd'hui ne va-t-il pas créer, justement, par rapport à ces mêmes pays arabo-musulmans, enfin dans le contexte très récent, une attirance plus grande vis-à-vis de l'Europe et notamment de la France? Très bien. J'aime bien votre intervention parce que, effectivement, vous savez, la question de l'islamisme, de l'islamophobie, ça devient comme l'affaire Dreyfus dans ce fameux dessin de Carandache où ils en ont parlé, ils n'en ont pas parlé, ils en ont parlé. Et vous voyez, vous avez tous en tête ce dessin où le dîner bourgeois finit en affrontement à coups de. C'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas. Pas encore. Mais votre remarque est juste. Et moi, ça m'a frappé quand même en lisant ton livre, Pascal. C'est vrai que tu centres ton propos sur le monde arabo-musulman, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'Amérique latine, l'Asie, la Chine, l'Afrique noire, l'Europe. Et est-ce que, effectivement, dans ces pays, on est en désamour aussi? Et évidemment, Hubert Védrine, vous répondrez à la question. Enfin, je sens pas le. Enfin, oui, on va pas parler que de l'islamisme ce soir, effectivement. Je sens pas là-dessus. C'est que le gaulo-mitterrandisme, c'est aussi une relation particulière avec la Russie, une relation particulière avec la Chine et avec l'Amérique latine aussi. C'est le fait de ne pas être uniquement un pays qui centre ses relations avec le monde occidental et qui en est prisonnier. La France est un pays occidental, c'est indéniable, mais elle n'est pas que cela. Et si on résume la France à son statut de pays occidental, on lui rogne les ailes et on l'empêche de se déployer un peu plus fortement. Donc le fait qu'il y ait une relation qui soit forte avec la Russie, même si on peut avoir des désaccords, mais l'idée c'est de ne pas rompre avec la Russie et de ne pas tomber dans... de ne pas comprendre pourquoi les Russes sont là. Or, nos amis occidentalistes, et ceux du Quai d'Orsay notamment, qui y règnent, veulent complètement oublier la période 90-2014 pour faire tout commencer à 2014 et à l'annexion de la Crimée. De même, avoir une relation avec le Brésil, lorsque l'on fait capoter un accord sur le nucléaire iranien monté par le Brésil et la Turquie parce qu'on considère que ce n'est pas des pays suffisamment importants ou nobles pour porter quelque chose, on perd, enfin, moi j'ai plein d'amis brésiliens du coup qui me disent mais on vous voit moins quand même la France qu'avant, on vous entend moins, vous êtes moins présent. Et donc un pays comme le Brésil qui aurait rêvé d'avoir une alliance avec la France, et il y a eu un moment donné, Chirac, Lula, ça a marché, ensuite ça a disparu. Un pays comme le Brésil aurait adoré avoir une relation particulière avec la France pour faire entre un grand émergent du Sud et un ancien pays membre du Conseil permanent de sécurité et plus ancien, pour faire une alliance qui a pu marcher sur 2-3 points, mais qui s'est arrêtée trop tôt.
Donc il y a plein d'autres pays, effectivement, dont je parle, et avec lesquels on peut monter soit des alliances structurelles, soit des coups tactiques, et en jouant un peu sur plusieurs cartes, et en ne disant pas uniquement, ah bah là, c'est pas une solution occidentale, donc on va la rayer, etc. Pour répondre à votre question, monsieur, je pense que le Brexit et l'arrivée de Trump aussi sont des défis importants, mais qui peuvent être salvateurs, qui peuvent être mobilisateurs, à condition d'avoir des leaders qui, en face, soient en mesure de saisir ces opportunités. Mais la Grande-Bretagne a toujours été un partenaire réticent, c'est pas plus mal qu'il soit dehors, et ils vont commencer à en payer le prix. Et quant à Trump, lorsqu'il nous dit que l'OTAN est obsolète, eh bien, au lieu de nous lamenter et de nous auto-flageller en nous couvrant de cendres, disons, OK, faisons un truc entre Européens que l'on réclame depuis longtemps et qu'on n'a jamais fait. Et là, peut-être qu'il nous pousse un peu à le faire, même si je ne serais pas étonné que la technostructure de l'OTAN et de l'environnement le fasse revenir sur ses positions, parce que l'OTAN est quand même passée à travers le temps en ayant toujours soin de subsister, alors qu'elle n'a plus grande utilité que de créer les conditions de sa survie en agitant des menaces. Hubert Védrine, même question. Le reste du monde. Hein. Oui, c'est évident qu'il faut intégrer. C'était d'ailleurs ma première remarque. Tout à fait. Alors, d'abord, sur le Brexit, moi je vais vous étonner, mais je ne suis pas sûr du tout que ça aille à son terme. Vous entendez le contraire tous les jours, les positions sont intransigeantes. Madame May ne peut pas dire autre chose, elle a un mandat très clair du référendum, et les autres Européens sont sur une position très, très sèche et très dure, comme quoi ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, etc. Bon, aujourd'hui on est incapable de prévoir une élection 15 jours avant, donc a fortiori, on n'est pas capable de prévoir ce que sera l'état d'esprit en Grande-Bretagne dans un an et demi. Quand l'article 50 aura démarré, ça va durer 2 ans. Donc, ce que pensera la Grande-Bretagne en 2018, 19, personne n'en sait rien. Alors moi, je n'exclus rien. Soit un Brexit qui finalement marche bien, à la surprise générale, et alors ça, c'est un vrai défi pour l'Europe, entre parenthèses, si ça marche bien, bon. Et c'est un tout autre problème. Et là, ils ne cherchent pas à revenir en arrière. Mais j'exclus pas l'inverse. Au bout d'un an et demi, ils s'aperçoivent que c'est insoluble, et à ce moment-là, les dirigeants britanniques disent... On a eu un mandat, on l'a respecté, on a négocié. On n'y arrive pas, ça marche pas. Et on peut imaginer que soit le Parlement reprend la main, parce que la vraie légitimité en Grande-Bretagne, c'est le Parlement, soit les dirigeants sont assez forts pour refaire un autre référendum. Et ça dépend aussi des autres Européens. Je ne suis pas sûr que les autres Européens, dans un an et demi, notamment l'Allemagne, qui est pour le moment l'arbitre sur ces sujets, c'est peut-être dommage, mais enfin bon, c'est de notre faute. Je ne suis pas sûr que l'Allemagne soit sur une position purement punitive. Moi, j'exclus pas qu'à ce moment-là, il y a un courant pour dire, après tout, ça serait quand même mieux qu'on garde la Grande-Bretagne avec nous. C'est supposer que le système européen se réforme un peu, ce que veulent tous les peuples européens, mais pas le système européen. Bon, c'est un autre sujet. Voilà, donc c'est pour dire que moi, j'en suis à un point où je n'écarte absolument rien. J'entends ce qui se dit au jour le jour, qui est inflexible, mais je ne le prends pas au pied de la lettre. Bon. Dans l'affaire de Trump, ce qui est très fascinant, c'est que c'était une élection, c'était possible, pas probable, encore moins souhaitable, mais c'était possible. Mais le fait de dire que c'était possible aux États-Unis ou en France en juin-juillet, c'était considéré comme un blasphème, comme insupportable. Vous savez bien comment est le monde médiatique aujourd'hui. Il y a des mots obligatoires, il y a des mots interdits, il y a des réflexes obligatoires, il y a bon, tout ça. Donc l'ensemble de ce système-là s'est complètement planté. Il n'arrive d'ailleurs toujours pas à comprendre. Parce qu'il s'est développé dans la théorie des gauches américaines puis européennes, le fait qu'on allait se passer de tous les ploucs, en gros, c'est-à-dire les classes populaires qui votent mal, autrefois communistes, maintenant Front National ou autres, et que les classes moyennes, c'est pareil. Ils n'ont pas compris que la mondialisation, c'était génial. C'est des imbéciles, on va s'en débarrasser. Et donc, on va remplacer ça. Ça a été écrit aux États-Unis. Et c'était répercuté en France par Terra Nova, à un moment donné. Donc, on va se passer des classes populaires et moyennes qu'on va remplacer par les femmes, qui ne sont pas une minorité, mais elles sont censées avoir été maltraitées, donc automatiquement, elles vont voter à gauche. C'était ça, la vision. Au bout du compte, il y a 43% des femmes américaines qui ont voté pour Trump. Enfin bon, je parle de ce qu'était la vision d'avant. Et on va mettre en plus toutes les minorités sexuelles, ethniques et compagnie, qui sont variables d'un pays à l'autre, et on va être plus fort que tous les ploucs. Et puis, il y a une élection qui est terrifiante pour toute cette pensée-là, et qui est le fait qu'il y a précisément des gars qui disent, qui sont pleins de haine pour toutes ces élites, ce qui était
observable quand même avant, puisque la désaffection des classes moyennes occidentales par rapport à la mondialisation, ça remonte longtemps avant en fait. Mais ça a toujours été traité par le mépris. Le décrochage des classes populaires et moyennes par rapport à l'Europe, c'est vieux. Maastricht s'est passé à un point près. Un point près. En 2005, refus par les Français du traité constitutionnel. Les Néerlandais, encore plus. Schröder m'a dit plusieurs fois, s'il y avait eu un référendum en Allemagne, ça aurait été non. La réponse des élites mondialisatrices ou européistes, qui s'inspirent de principes très... C'est plein de bonnes intentions, bien sûr, hein. Mais les élites ont toujours été de mépriser tout ça. Donc on arrive à une situation où on est en train de payer le prix brutal de ce décrochage, mais ça concerne le monde occidental, ça. Si on était en Chine, on ne parlerait pas du tout comme ça. Vous voyez ? On n'aurait pas les mêmes inquiétudes par rapport à tout ça. Donc, alors, je ne suis pas en désaccord avec par ailleurs, la remarque de Pascal, qui est qu'il peut y avoir des opportunités. Une fois qu'on a dit tout ça. Ça supposerait que les Européens essaient de trembler, de pleurnicher, ou d'être offusqués, épouvantés, bon, et affirment clairement des positions sur les sujets où Trump a des intentions qui nous paraissent dangereuses. Dans l'affaire russe, par exemple, il dit qu'il veut faire un accord avec Poutine. On ne sait pas sur quoi, on ne sait pas si ça va marcher, j'en doute un peu. Enfin bon, les Européens ne devraient pas attendre. Ils devraient dire, voilà notre conception d'une relation plurialiste avec la Russie. Ça suppose de faire un petit sacrifice, c'est de reconnaître qu'on s'est totalement planté en Syrie, quelles qu'aient été nos convictions. Et que d'autre part, en Ukraine, c'est gelé. Mais si on était capable de faire ce mouvement et de définir, avant qu'il se passe je ne sais pas quoi dans une datcha entre Trump et Poutine sur ces sujets, on serait plus fort. Le climat, c'est moins grave, parce qu'on va lui dire, vous sortez, c'est idiot, et le monde entier va continuer. Tant pis pour vous. Puis il y aura la Californie, les entreprises américaines, il ne peut pas arrêter le truc. L'Iran, il peut presque geler l'accord quand même. Les accords commerciaux, il faudrait que les Européens définissent leur conception des accords commerciaux et pas laisser, paradoxalement, ce rôle à la Chine. On marche sur la tête. Donc, opportunité, Pascal, je suis d'accord avec toi, mais ça suppose qu'on ait du côté européen des leaders qui ne soient pas obsédés par le sondage de ce matin ou de demain matin, etc., et qui soient capables... Je ne dis pas l'Europe en tant que telle, parce que je ne sais pas de qui ça doit venir, puis c'est compliqué, entre Juncker, etc. Mais quelques grands Européens. Et j'espère que ce qu'on a vu là sur Hollande et Merkel qui parlent, c'est un peu ça. Ce serait très... Il y a une dame qui piaffe d'impatience de poser sa question. Je le voyais bien. Monsieur le ministre, messieurs, merci. Vous avez dit la chose essentielle sur la Russie, monsieur le ministre, je crois. Pour passer à autre chose, il faudrait que l'Europe reconnaisse qu'elle a eu tout faux et qu'elle a tout faux depuis à peu près 13 ans. Et c'est compliqué, ostensiblement, de reconnaître qu'on a eu tout faux. Je voudrais vous parler des États-Unis et la France, puisque nous parlons de désamour. Ce qui me frappe, c'est que nous avons deux pays, là, France et États-Unis, je connais les deux très bien personnellement, dont les histoires sont radicalement différentes, les capacités sont radicalement différentes. L'un, une histoire très courte, 400 ans, c'est rien pour la France. Tous les deux entrent dans le système international par le pouvoir, ils déploient toutes leurs capacités militaires, économiques, le soft power, tout ce que vous voulez. Et dans les deux cas, ce qu'ils veulent en retirer, c'est l'amour, la popularité, être aimé. Quand les États-Unis ne sont pas aimés pour ce qu'ils font, ils disent « on va arrêter de payer ». Et ça, c'est le cas classique de l'ONU, de l'OTAN, etc. D'une certaine manière, aujourd'hui, la France dit un peu la même chose. On fait ce qu'on fait dans le monde, le système international, pour être aimé. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi cette confusion entre pouvoir et popularité ? Et pourquoi deux États dont les histoires sont si radicalement différentes, en particulier la longueur de l'histoire et les capacités sont si radicalement différentes, se trouvent dans le même complexe, dans la même dialectique? Évidemment, les deux échouent, et comment ils en sortent? D'abord, juste une remarque. Les Européens ont fait beaucoup d'erreurs par rapport à la Russie, mais ça ne disculpe pas la Russie non plus. Bon, il y a beaucoup de choses à reprocher à la Russie ou à Poutine. Deuxièmement, les Américains ont fait encore plus d'erreurs que les Européens dans le traitement de la Russie depuis la fin de l'URSS. Je ne vais pas développer ce point, mais il faut être quand même nuancé là-dessus. Ensuite, États-Unis, France, c'est un problème éternel. Ce sont
deux pays extrêmement prétentieux qui estiment avoir une vision universelle des choses, des porteurs de valeurs, blablabla. Bon. Et c'est pas du tout des pays qui disent je fais ça parce que c'est dans mon intérêt, donc il y a besoin de toute une espèce de justification. Et il y a conflit, il n'y a pas tellement de peuples comme ça dans le monde. Il y a quelques peuples qui se croient élus et qui compliquent la vie de tout le monde, et puis il y a quelques peuples prétentieux comme ça, et donc c'est compliqué à gérer. Alors, en plus, les Français sont horriblement vexés de ne pas être le pays dominant, et puis d'avoir à supporter l'indispensable protection des États-Unis. Après la guerre, c'est nous qui avons supplié les Américains de revenir nous protéger. Bon, tout ça est très compliqué quand même. Alors, on ne peut pas résoudre cette question, c'est l'histoire, on ne va pas la changer. Donc on en vient à des aspects pratiques. Et moi, j'avais utilisé la formule à l'époque de l'Élysée de Mitterrand, une formule très simple qui est connue. On est amis des États-Unis, on est alliés, mais on n'est pas alignés. Et c'est là où est le problème, parce que pour les Américains, un pays allié, il est aligné par construction. C'est tout l'intérêt de l'alliance. Donc le débat se concentrait sur pas aligné. Comment on gère ça? Et Pascal et moi, on est tout à fait d'accord sur ce point. On regrette une époque où, sans chercher la provocation inutile qui sert à rien, mais on était capable tranquillement de s'affirmer sur des points importants. On en a donné plein d'exemples tous les deux. Donc ça a été un peu perdu. Mais même quand on le fait calmement et de façon non agressive, ce n'est pas évident par rapport aux États-Unis. Même les mieux disposés. Vous voyez, moi j'ai eu d'innombrables conversations avec Albright sur ce point. Même elle, qui est intelligente, cultivée, polyglotte et tout ça, elle disait, mais vous êtes toujours contre nous. Elle disait, mais j'ai dit, mais non, on est contre vous quand vous faites des bêtises ou quand on n'est pas d'accord. Oui, mais comment tu peux te permettre de dire qu'on fait des bêtises sur tel point? Eh ben, c'est notre point de vue, c'est comme ça. Bon, mais, oui, mais nous, notre point de vue, c'est différent. C'est que vous devriez être solidaires. Donc, même quand on est dans des ambiances d'entente qui n'ont pas existé depuis longtemps maintenant, c'est compliqué. Je pense que c'est insoluble au sens philosophique, et que ça te traite simplement par la relation pratique la moins mauvaise possible. Mais il ne faut pas qu'on renonce, en effet, à exprimer ce qu'on a à dire de vrai et d'important, tout en se méfiant d'une tendance française à la gloriole, vous voyez, inutile. Il faut trouver le point d'équilibre entre les deux. Il y avait un monsieur là-haut qui réclamait le micro depuis longtemps. Non, il est peut-être parti. Ah, il est parti. Oui. Donc, alors attendez, je vais essayer. Oui, alors voilà, ici une dame depuis longtemps aussi. Merci. J'ai voulu demander une question par rapport à l'interventionnisme. Donc, vous avez parlé beaucoup de Mitterrando-Gaullisme et comment ça a changé. Mais vous n'avez pas parlé de la relation à l'interventionnisme. Et ça, c'est aussi une question intéressante par rapport à l'administration Obama, parce que la France a apparu comme plus volontaire d'intervenir que les États-Unis. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et puis aussi, à la suite des printemps arabes au Moyen-Orient, la France est devenue plus proche à l'Arabie saoudite et l'Égypte. Est-ce que c'était des occasions qui ont été prises ou peut-être c'était pas un très bon choix d'avoir repris ces alliances dans le temps des États-Unis là-bas? Merci. Pascal, l'interventionnisme. Oui, alors l'interventionnisme, l'échec frappant et dramatique des interventions en Afghanistan, en Irak et en Libye ne doit pas conduire à refuser toute intervention militaire. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je trouve que l'intervention au Mali, par exemple, est plutôt une réussite. Enfin, c'est pas une réussite totale, mais c'est pas un échec. Et il a mieux fallu faire cette intervention que ne pas la faire. Les choses vont mieux une fois qu'on a fait l'intervention que si on ne l'avait pas fait. Donc autant, je pense qu'on peut voir qu'en Libye, ça a conduit à une catastrophe. En Irak, c'est même pas la peine d'en parler. En Afghanistan, malgré qu'elle soit légale au départ, du fait du problème irakien, c'est venu polluer l'intervention en Afghanistan avec la priorité donnée à l'Irak. Mais au
au Mali. La différence entre la Libye et le Mali, où la France était à chaque fois partie prenante, c'est qu'il y a une vraie résolution, alors qu'au Libye, on a quand même trafiqué, on a changé la mission en cours de route. Donc c'est à la demande du gouvernement sur place, avec l'assentiment des populations, avec une acceptation internationale, régionale et un feu vert juridique, et aussi en pensant au jour d'après, ce qu'on n'a surtout pas fait en Libye. Et ça change quand même les choses. Sur Obama, là, moi, j'ai un désaccord avec Hollande et Fabius qui disent on aurait dû intervenir en Syrie en septembre et 2013 et Obama nous a empêchés. La France ne peut pas intervenir militairement comme ça, sans mandat. On est membre permanent du Conseil de sécurité. Si on intervient en foulant au pied le Conseil de sécurité, on démolit notre propre statut. On s'affaiblit nous-mêmes. Alors, Obama, je crois, a eu raison lui a été élu pour mettre fin aux guerres, pas pour en lancer d'autres. L'erreur, c'est pas qu'il ne soit pas intervenu. L'erreur, c'est d'avoir tracé des lignes rouges dont on savait qu'il ne pourrait pas les respecter. C'est là où il s'est trompé. Et l'autre erreur, c'est d'avoir célébré la LS sans l'avoir jamais aidé, parce qu'on a dit, c'est bien l'armée syrienne libre, mais on va pas leur donner des armes parce qu'elles pourraient tomber dans des mauvaises mains. Mais du coup, il y a que des mauvaises mains qui ont des armes aujourd'hui en Syrie. Et donc là, on n'a pas été jusqu'au bout. Et sur le rapprochement avec les Saoudiens, c'est vrai que François Hollande a vu comme il y avait un peu de mou entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Il a vu l'occasion d'intervenir, de marquer des points dans une pure diplomatie économique, là. Et je pense qu'on doit avoir des relations avec ces pays parce qu'on doit avoir des relations avec tout le monde, avec la Chine. Quand De Gaulle reconnaît la Chine en 1964, c'est pas une démocratie parlementaire respectueuse des droits de l'homme. Mais on doit fixer des limites sur nos intérêts et par rapport effectivement aux prédications saoudiennes. Enfin, l'Algérie a payé un prix assez fort à la diplomatie religieuse saoudienne, effectivement. L'interventionnisme. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Pascal et j'ajoute qu'il faut faire un bilan sérieux des interventions depuis la fin de l'Union soviétique, ou même un peu avant, parce que là, il y a la première guerre Koweït-Irak, mais qui était totalement justifiée, qui s'est passée dans des conditions correctes. Enfin, il faut quand même faire le bilan, quoi. Et pour arriver, non pas à les refuser, je suis d'accord, mais avoir des critères plus exigeants sur les conditions de déclenchement, sur les justifications, sur le déroulement et sur l'objectif politique. Après, voilà, mais sans renoncer complètement. Sur Arabie, j'ajouterais simplement que, à mon avis, l'intérêt de la France, c'est pas d'être trop lié avec le Qatar ou trop lié avec l'Arabie pour équilibrer, mais d'être capable de parler utilement à l'Arabie et à l'Iran. C'est ça qu'il faut faire en termes politiques. Mais là, on s'est engouffré dans une opportunité. Et quand les Saoudiens étaient ivres de rage contre Obama, qui avait lâché Moubarak. Donc tout ce qu'on a fait après, c'est parce qu'on a profité de leur furie. Bon, c'est de cette bonne guerre, on va dire. Mais en termes de positionnement diplomatique, c'est pas suffisant. Je crois qu'il y a de la place pour... Voilà, une dernière question, monsieur qui est là. Et je suis désolé, mais il va être 20h et j'ai essayé de respecter à peu près l'ordre des mains qui se levaient. Peut-être j'en ai... Merci, bonsoir. Thierry Franco, je suis aussi né au Maghreb et je suis très content d'avoir entendu les propos d'Hubert Védrine sur le passé et la façon dont, je ne veux pas idéaliser, mais on allait allumer le feu pour Shabbat chez nos voisins, on participait aux fêtes musulmanes de nos voisins aussi à l'époque, tout ça en bonne entente et en bonne intelligence. Donc merci d'avoir rafraîchi cette mémoire-là et je suis même choqué que des personnes intelligentes puissent être, avoir le cerveau un peu lavé sur le fait que effectivement le voile est un acte militant. Je pense, je suis pas une femme, je suis pas musulman, donc je ne peux pas effectivement donner mon opinion aussi facilement que cela. Mais pour moi, c'est un acte militant. Je suis d'accord et un acte politique. Ce que je voulais juste pouvoir éclaircir, c'est quelle pourrait être la voie que la France pourrait porter justement pour aider les musulmans réformateurs, pour que on puisse aller de l'avant sans que ça clive encore plus l'intérieur de notre pays, parce qu'on voit très bien que ces sujets-là sont réutilisés par les extrémistes et qui essaient de communautariser énormément le débat en France. Voilà. Merci beaucoup. Et bon. Peut-être pour vous, et après, je vais une question pour Pascal. Remarque très courte, il faut distinguer entre l'islamistophobie, qui est légitime, qui doit être encouragée, l'islamistophobie
Et puis un autre mot qui veut dire qu'il n'y a aucune raison de faire un amalgame avec les musulmans en général et qu'ils soient maltraités, suspectés, stigmatisés. Donc si on arrive à clarifier linguistiquement entre les deux choses, on se porterait déjà mieux. Et les musulmans de France qui se sentent injustement mis en cause, qui à mon avis devraient se remuer un peu plus pour exprimer ce qu'ils pensent en vrai, d'ailleurs ça aiderait, mais enfin bon, ceux qui se sentent injustement mis en cause se sentiraient mieux si on distinguait plus entre les deux. Donc il y a la critique de l'islam en tant que tel, comme la critique de toutes les religions, et puis l'attitude à avoir par rapport à nos compatriotes musulmans, c'est complètement différent. Ça serait un progrès déjà, c'est pas suffisant. Mais... Deux mots pour... Tu veux réagir, oui. Mais j'ai une question aussi à te poser. Tu parles pour en revenir à ton livre, pour conclure, tu parles de ce désamour. Ici, il y a 2 ans, il y avait eu ces attentats et on a vu le monde entier venir à Paris, les dirigeants du monde entier. On a vu des manifestations populaires partout dans le monde en soutien à la France. Donc, est-ce que ça relativise pas quand même quand il y a ce désamour qui s'est quand même exprimé? Il y avait l'amour de la France s'est quand même exprimé dans ce moment, et je voulais que tu conclues, que tu essaies de conclure sur ce sujet. Vrai. Merci Jean-Do de ça. Monsieur, là, par rapport à votre remarque de choses, par rapport aux musulmans, ce qui serait bon, c'est déjà d'arrêter de leur assigner des représentants qu'ils refusent. C'est qu'on dit Monsieur X représente le monde musulman, et quand vous parlez aux musulmans, j'ai 2-3 imams connus en tête, on dit mais nous surtout pas ce type-là pour en présenter. Donc on peut leur laisser se désigner eux-mêmes des représentants. Par rapport à votre conviction que le voile est un acte militant, combien de femmes qui portent le voile avez-vous interrogé? Pascal, c'est les termes de... Non, mais oui, mais peut-être, peut-être c'est son problème. Non, mais c'est bon. Okay. Non, mais je veux dire par là, c'est que il y a aussi beaucoup de gens qui parlent au nom des jeunes femmes ou des femmes qui portent le voile sans les avoir interrogées, et donc peut-être qu'il faudrait. Je reviens à la question de Jean-Dominique pour. Pas Carandache, s'il vous plaît. Non, mais c'est juste. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un formidable élan de solidarité après les attentats en France, alors que d'autres pays sont frappés par le terrorisme sans susciter cela. Donc, quelle était cette conjonction? Alors peut-être parce que c'était aussi la presse qui était attaquée, peut-être aussi que c'était un attentat aussi antisémite particulier. Est-ce que c'était... Ou c'est peut-être aussi qu'il y a quelque part des fondamentaux, même que quand on a exercé une mission pendant très longtemps, ça reste un peu. Et donc, quelque part, je dirais que ça vient plutôt conforter finalement mon point de vue, qu'on a un capital de sympathie, de popularité, qui est prêt à repartir assez vite. Alors là, il est reparti dans le malheur, mais il pourrait repartir de façon plus positive avec une action française. Mais on bénéficie encore de cet halo qui remonte loin dans l'histoire, qui fait encore que, pour beaucoup, la France n'est pas tout à fait un pays comme les autres. Il est 20h, la France n'est pas totalement un pays comme les autres, pour le meilleur, parfois pour le pire, on verra bien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous remercie.